Bonjour, bienvenue dans l'ouest de la France, bienvenue dans les monts d'Arrée, pays de mystère, pays de légende. Nous sommes sur la commune de Comana, et plus précisément au lieu-dit les Mougots. Nous avons laissé la voiture un petit peu plus loin sur le parking, et notre randonnée va nous permettre de faire le tour d'un superbe lac qu'on appelle le lac Saint-Michel. Mais le point de départ de notre balade, c'est ici, près de cette superbe allée couverte. C'est un dolmen, une sépulture collective datée d'environ 3000 à 2500 ans avant Jésus-Christ. Et je pense que le fait de partir d'ici est un somptueux présage. Notre balade sera certainement riche et variée, contrastée comme le temps, et vous avez probablement déjà reconnu la lumière du Finistère. Ce que nous avons devant nous, en fait, comme paysage, ce sont simplement les restes d'une vieille chaîne de montagnes, la chaîne hercynienne. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui au niveau du lac Saint-Michel, eh bien, ce sont d'anciens marais tourbeux qui ont été partiellement inondés pour les besoins de ce réservoir d'eau. Et cette dépression est encadrée par des crêtes de roches dures. En fait, sous la tourbe, sous les marécages tourbeux, il y a en fait du schiste. Et le schiste est une roche qui est très tendre, très fragile, qui a été dégagée par l'érosion. Et là, vous n'êtes pas assis sur du schiste? Non, ici nous sommes sur une petite partie de la crête bordière du Yonne. Cette crête, elle est constituée par une formation géologique qu'on appelle la formation du grès armoricain. Et localement, ce grès armoricain a un faciès de quartzite, c'est-à-dire un aspect de quartzite. C'est une roche qui est très très dure et qui correspond tout simplement à un ancien sable marin. C'est un sable durci et qui ici est daté à 460 millions d'années. Allez gamins. Bonjour. Bonjour. Une caravane passe dans les monts d'Arrée. Oui, Salut toi. Et alors vous venez d'où comme ça? là on vient de Comana, on était hébergé au gîte de Comana. Et donc on est parti ce matin et là on regagne donc le Brénilis, la cuvette du lac Saint-Michel. Et on va ce soir donc au gîte de Brénilis. Vous passez de gîte en gîte? De gîte en gîte, ça fait 5 jours là qu'on est parti en randonnée. Donc on fait tous les monts d'Arrée là, avec les ânes. Donc on a les duvets, les couvertures, le panier pique-nique, les voilà. gamins sur les ânes. Les gamins sur les ânes. Au moins là comme vous ça. êtes tranquille, Voilà. ça bouge pas. Voilà. Et ça Comment nous ils permet. s'appellent ces ânes? Ça c'est gamin. Il vient d'où celui-là? Alors Gamma, c'est un grand noir du Berry. Et derrière, vous avez donc Victor, qui est un baudet du Poitou. Avec des poils aux oreilles. Voilà, avec les poils aux oreilles, comme les baudets du Poitou, ouais. Eh bien bonne balade, moi je continue de mon côté. Bien. Au revoir. Au revoir. Allez Gamma, en avant. Je vous dois une explication. Je me suis légèrement écarté de l'itinéraire car j'ai suivi Denis. J'ai été en effet témoin de la scène suivante. J'ai vu un jeune homme apporter à Denis un faucon, soi-disant blessé ou malade. Alors Denis, qu'en est-il? Au premier abord, après avoir analysé rapidement ses ailes, je n'aperçois pas de cassure évidente. On va regarder l'autre aile. Il m'a l'air légèrement affaibli. Il a peut-être consommé une sorte de poison. Ou alors il est sous-alimenté, quoi. Alors on va essayer de déterminer... Bon, l'espèce déjà, c'est un faucon cresserelle. Oui, il est très beau d'ailleurs. En plumage juvénile. Le plumage juvénile s'apparente un peu à celui des femelles adultes.
Alors, il y a quelques critères pour déterminer. Là, on a affaire à un mâle. On aperçoit bien la moustache qui est assez bien marquée. C'est un mâle moustachu. Ouais. Un mâle moustachu. Et puis, à l'âge adulte, à partir de 2 ans environ, la queue devient grise, Oui, c'est claire. net, hein. On voit, on commence déjà à apercevoir les premières plumes et le dessus de la tête. Quand on rencontre un oiseau comme ça, sur le sol, qui se laisse approcher, qui se laisse prendre, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faut le prendre vraiment? Alors l'idéal, si on ne voit pas de blessure apparente, d'ailes pendantes, de pattes cassées, l'idéal c'est de le mettre sur un endroit, un petit monticule, et puis de s'en aller. Alors s'il est blessé, il faut le prendre délicatement, le mettre dans un carton avec des chiffons, ni nourriture ni eau, et le contacter au plus vite un ornithologue ou une personne compétente, une association de protection de la nature ou un organisme comme le parc d'Armorique. Denis, on essaie de le relâcher? On va essayer, oui, je crois. Apparemment, il a l'air de reprendre un peu sa forme. On va le relâcher sur le rocher plus loin là-bas. Vous rencontrerez sur votre chemin, autour du lac Saint-Michel, des tourbières. Alors comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est pas compliqué du tout, c'est un lieu humide. Le terrain est acide, donc l'eau est acide. Et vous rencontrerez dans ce milieu humide, acide, des sphènes, des mousses, qui ne poussent que dans cet environnement. C'est un milieu spongieux. Quand vous allez marcher dessus, vous allez vous enfoncer. C'est très impressionnant, faites très attention, vous pouvez passer à travers. Et ces mousses sont caractéristiques, regardez. La base est sombre, c'est la partie morte, c'est ce qui donnera plus tard la tourbe. Quand on les regarde de très très près, on distingue très facilement toute une série de cellules. Et certaines de ces cellules sont creuses. Et ces cellules piègent l'eau, contiennent de l'eau, jusqu'à 40 fois le poids de la mousse. Regardez. Quelques centimètres seulement au-dessus de la zone humide, les sphènes sont sèches. Elles ont perdu leur eau. Dès qu'il va se remettre à pleuvoir, elles vont se gorger d'eau à nouveau, elles vont reverdir. Elles joueront donc ce rôle indispensable de réservoir. Toutes ces tourbières, les unes à côté des autres, forment une énorme éponge indispensable à l'hydrologie de l'endroit, car cette eau qu'elles contiennent est progressivement restituée pendant la saison sèche. Je ne vous invite pas à randonner dans la tourbière parce que c'est un milieu difficile et dangereux. Et n'oubliez pas que c'est un milieu également protégé. Si nous sommes là, c'est pour le coup d'œil, admirer cette superbe tourbière bombée. En réalité, cette tourbière n'est alimentée que par la pluie, ce qui fait que les sphènes qui poussent sans arrêt, vous le savez, eh bien, poussent vers le haut. C'est ce qui donne effectivement ce mouvement au terrain. Le paysage est constitué de petits arbres comme les saules, comme les bourdaines. Et on voit aussi une plante qui est très visible en ce moment parce qu'elle est en graines. Ce sont les linégrètes. Regardez ce petit duvet qui était utilisé autrefois comme coton, mais pas dans l'industrie textile parce que ce n'est pas suffisamment rentable. Eh bien, ce duvet, le vent le transporte et au bout de chaque touffe de duvet, il y a une petite graine. C'est ainsi que les linégrètes sont ensemencés autour de nous.
Il y avait de la place dans cette sépulture, Michel. Il y avait de la place, oui. Ben, dans les sépultures qui ont été fouillées en pays calcaire, on a trouvé jusqu'à 200-300 squelettes dans ce type de monument. Hein. Donc c'était quand même assez considérable. Et c'est vraiment les sépultures collectives de l'époque. Alors ça, c'est un dolmen. C'est un dolmen parmi tant d'autres. Un dolmen intermédiaire entre les dolmens à couloir de l'ancien néolithique armoricain et les allées couvertes, comme celle de Comana. Hein, c'est ce qu'on appelle une sépulture en V, parce que lorsque l'on rentre, l'entrée est étroite, elle fait 1 mètre de large, et lorsqu'on arrive au fond, elle fait 2,50 m, 2,60 m de large. Mais dans les livres scolaires, quand on parle de dolmen, on voit des pierres dressées, puis une table sur le dessus. Ah oui, alors ça, c'est le squelette du dolmen, c'est le dolmen qu'on appelle dolmen pour touristes, dolmen pour visiteurs. Ce n'est que la partie interne du dolmen. Le dolmen est fait pour les morts, bien sûr, pour mettre faire des inhumations, mais aussi pour les vivants. Et un dolmen comporte 2 parties. La partie interne, qui est composée de piliers et de tables de couverture, et le tout est enseveli sous un tertre, et la plupart du temps enterré par une petite enceinte de pierre dressée qu'on appelle un péristhalite, que l'on voit très bien ici. Lorsque le légendaire s'est mis en place, sans doute très tôt, dès le Moyen-Âge, on ne savait pas quelle était l'origine, le but et la fonction de ces monuments mégalithiques, que ce soit les menhirs, que ce soit les dolmens. Et on a attribué ça à des génies, à des géants, à des nains, à des farfadets, des trolls, des korrigans. Ici, par contre, ce monument s'appelle Tir Boudiguette, qui en français veut dire la maison des fées. On pensait que c'était les fées qui avaient construit et qui habitaient dans ce monument. Alors qu'à Comana, on l'appelle Ti Korriganet, donc la maison des korrigans. Alors, il y a même une petite légende locale ici qui dit que les korrigans de Comana ne s'entendaient pas avec ceux de Brennilis. Et elle est marrante, cette histoire-là. Et comme ils ne s'entendaient pas, ils se jetaient des cailloux. Et les cailloux, ils s'en jetaient tellement qu'ils se rencontraient en l'air et ils tombaient entre les 2 monuments. Et c'est ce qui a construit la chaîne des Monts d'Arrée. Et que c'est une légende absolument extraordinaire et qui a dû durer donc pendant très longtemps, parce que pour créer la chaîne des Monts d'Arrée, il a fallu jeter quand même une sacrée quantité de cailloux. Et il y a du monde. Un crapaud. Un crapaud commun. C'est une femelle. Elle est effrayée, elle se gonfle pour m'impressionner. Un triton marbré, c'est un petit bijou ici dans la lande. C'est un très très bel animal. Celui-ci est jeune. Ce sont des animaux qui ne connaissent l'eau que pendant l'instant de la reproduction. C'est dans l'eau que se développent leurs larves. C'est un animal inoffensif que l'on peut effectivement trouver en soulevant des pierres comme celle-ci, mais je vous rappelle que c'est un animal extrêmement protégé. Il est prohibé de se déplacer avec lui dans le coffre de la voiture. Il est très très bien protégé par la loi. Des crapauds accoucheurs. Les uns derrière les autres. Regardez, ce sont des mâles. Eux aussi préfèrent la terre ferme. Quand la femelle pond, elle est sur la terre, loin de l'eau. Les mâles ensuite entortillent les œufs autour des pattes arrière et les promènent comme ça, dans la campagne, loin de l'eau. Quand les œufs sèchent, ils vont tranquillement rejoindre l'eau, ils les mouillent, ils ressortent, ils rejoignent la pierre, ils rejoignent l'endroit sec. Ils les transportent ainsi 3 à 6 semaines sur leur dos. Quand ils sont près de l'éclosion, ils rejoignent l'eau, ils déposent les œufs dans l'eau et aussitôt les larves s'échappent. Ce sont de tout petits crapauds, ils mesurent 5 cm maximum. Ils sont très fragiles et eux aussi sont protégés. On n'a pas le droit de les ramasser.
Le sentier de randonnée emprunte le sommet d'un talus, c'est une limite de propriété. Je suis dans l'ancien parcellaire et derrière moi, autrefois, la tourbière était immense, elle occupait toute la dépression. En 1930, un barrage pour alimenter une centrale hydroélectrique, une partie de la dépression est noyée. À la fin des années 1960, c'est la première centrale nucléaire de France qui s'installe ici. À la fin des années 1980, on commence à la démanteler. Avec un peu de chance, à la fin des années 90, nous l'aurons complètement oubliée. Cette étendue de tourbière est aujourd'hui encore chargée d'histoire parce que les gens qui fréquentaient cette tourbière, tous les gens qui devaient traverser le Marais soit pour aller pour passer du nord au sud ou alors aller au pardon de Rumingol par exemple, les pèlerins, craignaient cette traversée parce que de tout temps on a situé là un endroit particulièrement dangereux où les gens quand ils s'y aventuraient, les bêtes quand elles allaient là s'enfonçaient et disparaissaient. C'est cet endroit-là qu'on appelait le Youdik. Le Youdik, c'est un mot breton qui veut dire bouilli. Youd, plus exactement, veut dire bouilli. Youdik, c'est un diminutif. Tout ce qui se termine en ik comme ça en breton, c'est un diminutif. Ça veut dire petite bouillie. Alors nos anciens ont utilisé ce mot-là pour désigner cet endroit où les gens, quand ils y allaient, ne tenaient pas dessus. Ils ont imaginé, et c'est toujours comme ça en breton, quand on n'a pas de mot pour désigner quelque chose, on a toujours recours à une image. Et ici, c'est le cas. Ils ont imaginé un grand chaudron de bouillie sur lequel vous lâchez quelque chose de dur, de lourd, ça s'enfonce tout doucement et ça disparaît. Alors, quand on disait aux petits-enfants, dans le temps, si t'es pas sage, on t'enverra au Youdik, ils comprenaient tout de suite. Il n'y avait pas de problème. Et de tout temps, on a parlé, tous les grands bardes bretons qui ont écrit des choses sur la Bretagne, ont tous parlé du Youdik et des portes de l'enfer. Parce que le Youdik est devenu les portes de l'enfer, mais avant, ça s'appelait, les Celtes appelaient ça déjà les portes de l'au-delà, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et aujourd'hui encore, personne dans la région ne peut se vanter d'avoir été au Youdik et d'en être revenu. C'est assez extraordinaire. Et c'est pour ça que cet endroit est encore chargé d'histoire. Et lorsqu'on randonne, il n'y a pas des sentiers de randonnée pour recevoir un tourisme de masse, mais c'est une cuvette qui n'a pas été touchée ni par les cultures intensives, ni par les élevages intensifs, ce qui fait qu'on y trouve des plantes, une faune et une flore assez extraordinaires, avec des variétés qui ont disparu depuis longtemps ailleurs. Et pour celui qui se donne la peine de regarder, d'écouter, d'entendre, de sentir, c'est un lieu magique.